Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de TG+, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois ensemble, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés cette fois-ci pour nous accompagner, Didier Bruno, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous, Didier, membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui ensemble, on parle de gouvernance. Gouvernance d'entreprise et la question de l'internaute. Est-ce que la philosophie est utile ? Intéressant dans la deuxième partie de l'émission. Au sommaire, ce mois-ci, également le statut d'étudiant entrepreneur. Il est né en 2014 et il connaît un certain succès. Plus de 200 projets portés rien qu'en Isère par des jeunes qui se testent à l'entrepreneuriat. Ils sont accompagnés par le Pépite Osée, porté par l'Université Grenoble-Alpes. Explications et témoignages dans un instant. Le défi de la robotisation, renforcé par la montée en puissance de l'intelligence artificielle, au point de voir naître des robots humanoïdes, comme par exemple dans les allées du salon Tech & Fest à Grenoble. Enfin, connaissez-vous les métaux amorphes ? Ils pourraient bien révolutionner l'industrie métallurgique et supplanter les métaux cristallins classiques comme le titane ou le fer. Résistants, légers, ils sont au cœur de l'activité de Vulcam, née de la recherche grenobloise et actuellement en pleine phase d'industrialisation. On en parlera avec Sébastien Gravier. Alors dans une entreprise, comment se prennent les décisions qui fixent le positionnement stratégique, les moyens disponibles, les objectifs à atteindre, qui imagine les équilibres de relations entre les dirigeants, les actionnaires, les salariés. En d'autres mots, comment s'organise la gouvernance d'une entreprise ? C'est le sujet que vous avez choisi, Didier. On peut d'abord peut-être préciser cette notion de gouvernance d'entreprise. Oui, tout à fait, Christophe. La gouvernance d'entreprise, c'est ce qui désigne le cadre du pilotage et du contrôle de l'activité d'une entreprise. Qui décide, comment, dans quel but ? C'est ça, en fait, qui est au cœur de la gouvernance. Alors, vous savez comment elle est matérialisée, cette gouvernance, par des institutions. Ça peut être des conseils d'administration, des conseils d'orientation et de surveillance. Ça peut être également des COMEX, des comités de direction générale, des directoires. Bref, d'un côté, souvent, des institutions non exécutives et de l'autre côté, des institutions exécutives qui vont devoir cohabiter pour, à la fois dans le court terme et le moyen long terme, bâtir une stratégie qui va permettre d'asseoir la robustesse de l'entreprise. Voilà. Didier, pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui ? C'est un thème qui me paraît très important. Nous, on a eu une révélation. Alors bien sûr que la liquidité, c'est important pour les entreprises, les compétences, c'est important, mais post-Covid, on s'est amusé avec les équipes à faire une petite analyse et on s'est rendu compte que nos clients, dans lesquels on pensait qu'il y avait une gouvernance extrêmement forte, une gouvernance qui était stable, qui était professionnelle, et ces entreprises-là ont mieux passé les turbulences du Covid que d'autres entreprises qui avaient des gouvernances qui étaient plus embryonnaires. Voilà, donc on s'est dit la gouvernance qui maintenant est un critère de choix très important dans nos décisions, au même titre que le bilan, le compte de résultats, le business model, les hommes bien sûr, avant tout. Mais la gouvernance et la qualité de la gouvernance est quelque chose qu'on regarde de façon très attentive et on se permet de temps en temps d'être un peu intrusif chez nos clients, de leur montrer des expériences où la gouvernance est peut-être plus éclairée, la gouvernance est plus en anticipation des choses, et où donc les résultats, que ce soit économiques, financiers, sociétaux, sociaux, etc., sont meilleurs. Voilà, donc la gouvernance, c'est un sujet très important. En filigrane de tout ça, il y a quand même cette notion de pouvoir. Alors autant on parle beaucoup de pouvoir en politique, autant dans l'entreprise, c'est un peu plus tabou. Oui, c'est un peu plus tabou. Il est certain qu'on doit toujours se poser cette question de la légitimité du pouvoir. Est-ce que c'est les actionnaires ? Est-ce que c'est les dirigeants ? Comment est-ce qu'on va pouvoir combiner et aligner, j'allais dire, des intérêts qui, en fait, ne sont pas divergents, qui n'agissent pas sur le même plan, mais qui sont des intérêts qui vont, j'allais dire, tous vers cette robustesse d'entreprise. Donc la qualité des décisions, la confiance des parties prenantes, tout ça, c'est des sujets qui sont au cœur
du sujet de la gouvernance d'entreprise. Le sujet, en fait, c'est de voir quelles vont être les conditions pour de la création de valeur, à la fois à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Et comment le business model de l'entreprise va pouvoir, en fonction de chocs, en fonction de transformations sociétales, conjoncturelles, technologiques, etc., comment ce business model va pouvoir résister. Et c'est là que ça va se nouer, ces relations de pouvoir, de contre-pouvoir, mais aussi, j'allais dire, de capacité à éclairer les choses avec des avis différents et Donc, pluriels. Très concrètement, Didier, pour vous, en termes de gouvernance, de quoi ont besoin les entreprises ? Moi, j'allais dire, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins. Ce qui est important, c'est que les entreprises ont besoin d'être ouvertes. Un chef d'entreprise qui... hier, pouvait, à la limite, gérer un certain nombre de dimensions. Aujourd'hui, on a souvent l'habitude de dire que l'avenir va de plus en plus vite. Entre les crises conjoncturelles, entre toutes les crises sociétales qui arrivent, pour un chef d'entreprise, c'est extrêmement compliqué d'être à la fois, ce qu'on dit, la tête dans les nuages, les mains dans le cambouis. Et aujourd'hui, je pense que les gouvernances ont besoin d'être un peu plus ouvertes. Voilà, donc il y a plusieurs formules et il n'y a pas de recette magique. Et jamais, nous ne sommes pas dans la gestion des entreprises, nous ne faisons des recommandations où nous montrons des exemples. C'est ensuite aux entreprises d'aller se structurer. Mais la notion, par exemple, d'administrateur indépendant, c'est un vrai métier. C'est bien d'être challengé dans un conseil. Moi, je suis challengé par un conseil d'orientation et de surveillance. C'est la société civile. Nos 400 000 sociétaires, c'est 15 administrateurs qui nous réunissent tous les 5 mois. Ce n'est pas des professionnels de la banque, mais ils vont me challenger pour voir si l'épargne que vous me confiez, je l'utilise bien pour développer le territoire. Si je travaille bien en vertu un peu de l'ADN d'une caisse d'épargne, de ses valeurs sociétales, sociales, etc. Donc, je pense que c'est très important d'être challengé. Je pense que le chef d'entreprise et un comité de direction générale, un COMEX, a besoin d'être challengé parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile, sans apport extérieur, de bien savoir manœuvrer, de bien savoir anticiper, et puis aussi, j'allais dire, de créer les bonnes connexions. Je pense qu'un conseil, il est aussi là pour aider une entreprise à se mouvoir dans un écosystème, à faire des liens. Les mondes, on le disait, se parlent pas forcément beaucoup. Le monde politique, le monde privé, le monde académique, le monde militaire, le monde culturel, le monde des entreprises. Des administrateurs judicieusement choisis peuvent aider aussi à ouvrir des portes, comme on dit. Mais tout ça, bien sûr, dans un respect très clair de leur position, dans le respect très clair des actionnaires et dans le respect très clair des exécutifs qui font tourner la boutique au quotidien. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a aussi des formules qui existent dans les startups, qui je trouve est une très bonne formule. Nous, dans notre incubateur, on en a quand même pas mal. C'est des comités consultatifs. Voilà, moi je suis dans un comité consultatif pour de temps en temps, 3 fois par an, éclairer un peu les décisions d'une startup. J'ai pas de billes dans cette startup, je suis pas du tout aux manettes et tout, mais je donne ma vision de banquier là-dedans. Et je pense que pour les dirigeants de cette startup, c'est très important. Ce comité consultatif, c'est très souple. C'est pas comme un consultant qui vient pour une mission déterminée, mais c'est quelqu'un qui, dans la durée, parce que moi j'y crois beaucoup à l'engagement dans la durée, 4-5 fois dans l'année, on se fait des points, rendez-vous, puis on se dit, voilà, moi je trouve que sur le plan financier, sur le plan trésorerie, sur le plan, voilà ce que je pense, etc. Donc c'est très important cette ouverture. Pour conclure, pas de gouvernance toute faite, mais la nécessité de trouver un système robuste. Finalement. Voilà, un système robuste avec des gens qui savent bien à quoi ils servent, où est leur positionnement. Mais en tout cas, c'est très important et les chefs d'entreprise ont beaucoup évolué là-dessus. Avoir des administrateurs ou avoir un comité consultatif, c'est pas de l'intrusion chez soi. Vous restez le patron, l'actionnaire, etc. Mais par contre, vos décisions, vos choix sont éclairés, sont challengés par des gens qui connaissent différemment ou avec un prisme différent votre métier, votre situation. Merci Didier. Relation au pouvoir, responsabilité, confiance, autant de notions qui doivent intégralement faire partie de la réflexion stratégique des entreprises. Apprendre et entreprendre, 2 mots qui vont si bien ensemble. Et comme s'il n'est jamais trop tôt pour se lancer, le statut d'étudiant entrepreneur est né. Il permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d'élaborer et de tester un projet en profitant des avantages
d'un pépite, un pôle d'étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. C'est une sorte d'incubateur qui permet d'apprendre, de tester dans un cadre sécurisé. On en parle avec Pedro Olivas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pépite, puisqu'on dit un pépite, pôle, OSE, qui est porté par l'Université Grenoble-Alpes. On aura également 2 témoins. Buntu Camara, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, étudiante, entrepreneur, fondatrice de la Hive. Exactement. On parlerait de tout ça. Et Thomas Delard. Bonjour Thomas. Bonjour. Étudiant entrepreneur aussi, fondateur de l'X-Match. D'abord, quelques explications sur ce pépite, Pedro. Alors, pépite pour pôle étudiant, pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. C'est une initiative qui est née il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Oui, bientôt 12, en 2014, à l'initiative d'une grenobloise au niveau national, Geneviève Fioraso, qui était alors ministre de l'Enseignement supérieur, a voulu généraliser partout en France un dispositif qui était né à Grenoble, qui souhaitait encourager les étudiantes et les étudiants à envisager l'entrepreneuriat et à les soutenir dans cet esprit. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine de pépites un peu partout en France, dont celle de l'UGA, puisque c'est l'Université Grenoble-Alpes qui porte ça ici. Qui porte ça pour tous les étudiants de l'académie, donc pas simplement ceux de l'Université Grenoble-Alpes, mais tout étudiant qui est sur le territoire de l'académie peut venir rencontrer le pépite pour découvrir l'idée d'entreprendre, pour ceux qui sont curieux, et puis pour se lancer, pour ceux qui ont une envie, une idée, essayer de la faire maturer pour voir si ça peut déboucher sur quelque chose de viable. Voilà, les objectifs, c'est bien promouvoir l'esprit d'entreprendre et puis aussi donner la capacité à se tester. C'est ça, accompagner la maturation de l'idée, donc obtenir quelques réponses, obtenir beaucoup de questions, puisqu'en fait l'idée quand on démarre, quand on est jeune, en fait on prend conscience d'un problème, on a une envie de contribuer à une certaine solution, mais on n'a pas forcément l'expérience ou l'expertise de se poser toutes les questions et de trouver toutes les réponses. Alors nous, dans les pépites, c'est une petite équipe, mais c'est une grande famille avec les autres entrepreneurs, avec les anciens, avec le monde économique qui vient et qui interagit ponctuellement ou plus dans la durée avec les étudiantes et les étudiants pour leur poser les questions, pour leur montrer comment eux ont fait, les bons, les mauvais exemples, se tromper le plus vite possible, parce que tout entrepreneur vous dira, sans doute, je ne connais pas d'exception jusqu'à présent, on fait toujours des erreurs. Ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qu'on en tire. On se trompe, on échoue. Des fois, je dis sous forme d'une boutade, venez échouer avec nous. Puisqu'en fait, pour réussir, souvent, il faut avoir commencé par échouer un certain nombre de fois. Donc, autant commencer le plus tôt possible, et notamment dès qu'on est étudiant, dès qu'on a le bac, dans les structures comme les pépites. Alors, je le disais, c'est un vrai statut officiel d'étudiant entrepreneur, comme dans le sport de haut niveau, par exemple. Donc, ça compte dans le cursus de formation. Oui, l'idée, c'est de reconnaître. L'idée, c'est que l'étudiant ou l'étudiante ne soit pas, quand il en parle autour de lui, notamment à ses enseignants, parce que parfois, il doit s'absenter d'un cours, parce qu'il doit aller dans un salon, rencontrer des clients, etc., que le monde enseignant ne le prenne pas pour un mytho, comme il dit, mais de dire non, vraiment, il a cette étiquette, je suis étudiant et je suis entrepreneur en même temps. Et donc c'est une reconnaissance plus tout le soutien que l'on peut apporter, des coups de pouce, des rencontres, ce qu'on appelle l'accompagnement. Il y a un statut qui donne lieu à un diplôme en bonne et due forme. Oui, c'est un statut, à une attestation qui atteste pendant une année et elle est renouvelable, un peu comme les sportifs. C'est-à-dire tant qu'on est entrepreneur, on peut être reconnu comme étant toujours étudiant et entrepreneur en cours. Bon, ça marche plutôt bien. En 10 ans, ça a plutôt bien progressé. Aujourd'hui, on a quoi, 300 étudiants entrepreneurs sur l'académie, c'est ça ? Oui, ça existait depuis longtemps à Grenoble et on a une forte croissance depuis la fin du Covid. Il y a eu plus qu'un rebond. C'est-à-dire que c'était 80, 100, 110. Et puis là, en 3 ans, on est passé à 150, 200, 250. Et là, on est à 294 pour être précis à cette date. Sur l'ensemble de l'académie, sur l'Isère, on est à peu près 220 étudiants qui ont demandé ce statut. Alors parfois, ils sont plusieurs en moyenne. Il y a 1,5 personnes par projet. Mais donc, on est à un peu plus de 150 projets qui sont en cours de maturation à tout stade. C'est-à-dire de celui ou celle qui a juste une idée qui est en train de dégrossir à celui qui a déjà du chiffre d'affaires, voire des salariés. Et on a des étudiants qui ont des salariés. Ça alors. Buntu, Thomas, comment vous avez eu connaissance de ce statut d'étudiant entrepreneur ? Alors moi, ça fait 3 ans maintenant que j'entreprends, donc c'est pas mon premier projet. On parlait d'échecs tout à l'heure et j'en suis passée par beaucoup. Donc j'ai intégré d'autres incubateurs avant ça. Et comme Grenoble, ça reste un réseau et un assez petit réseau au niveau de l'entrepreneuriat, c'est un peu comme ça que j'ai connu Pépite OSE et j'ai repris les études cette année. Et du coup, c'était l'opportunité pour moi d'intégrer un nouvel incubateur et partir avec de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités aussi. Alors les échecs, on va pas parler des échecs, on parlera de la future réussite. Mais les échecs, ça vous a apporté quoi ? Parce que c'est important aussi de savoir échouer. Je pense
pense qu'on n'est pas forcément entrepreneur, on le devient, et par les échecs, on le devient. Forcément, on doit trouver une manière de rebondir, de continuer à y croire et à se forger aussi en tant que personne. Donc, je pense que moi, ça m'a permis ça. Ça m'a permis aujourd'hui de créer un projet qui, je l'espère, réussira bien. Mais je pense que si j'étais pas passée par ça avant, ça n'aurait pas pu être le cas. C'est la Hive, on va en parler. Hein. Thomas, vous, ce statut, comment vous l'avez abordé En tant qu'étudiant à l'UGA, j'en ai entendu parler de par mes professeurs avec qui j'ai discuté du projet. Et j'étais aussi, dans le cadre du projet, dans d'autres incubateurs. Et j'ai rejoint Pépite il y a maintenant 1 an, il me semble. Pedro, cet accompagnement dont vous nous parliez, comment il se matérialise concrètement ? Alors, c'est des interactions. J'aime aussi dire toujours sous forme de semi-boutade, c'est un club de rencontres. Donc, les étudiants échangent entre eux, comme je disais, pour échanger les questions, identifier les réponses qu'ils ont amenées les uns ou les autres. Parce qu'en fait, de même, il n'y a pas une façon d'entreprendre. Il y a autant de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs. Donc, en les rencontrant, on s'ouvre sur d'autres méthodes. Donc, des rencontres que l'on organise, des rendez-vous individuels ou collectifs avec des gens expérimentés. Donc, du tutorat, quoi. Du tutorat. On parle de mentorat. Puisqu'en fait, ce tutorat, il est fait essentiellement par des entrepreneurs bénévoles. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel. Dirigeants d'entreprise, venez, rejoignez-nous et venez être mentor d'un ou de plusieurs étudiants ou étudiantes. Et donc, quelques formations, puisque en fait, quand on entreprend, la logique dans laquelle on est, c'est j'ai un projet, je me prends des murs, et c'est là que je me rends compte que je manque de compétences. Quand je manque de compétences, eh bien, soit je m'associe avec quelqu'un qui les a, ses compétences ou ses connaissances, soit je monte moi-même en compétences parce que je le sens et j'ai envie de le faire moi-même. À ce moment-là, on va chercher les formations, on les propose. Donc de la formation, des rencontres, du mentorat, des rendez-vous avec des experts pour décoincer certaines problématiques techniques, juridiques, etc. Et puis des petits coups de pouce, un truc pour acheter du matériel, des espaces de rencontre, du coworking, des locaux, etc. Voilà, des ressources matérielles qui viennent soutenir tout ça. Voilà, tout ça pour vous aider dans vos projets. Alors précisément, quel projet ? Alors on y vient, Ubuntu, la Hive. La Hive. Une boîte de nuit en roller, c'est ça en gros ? Moi, ça me plaît cette idée, oui, c'est un peu l'idée. La Hive, ce qui signifie ruche en français, donc on peut franciser le nom, c'est l'objectif de créer une ruche sociale. En fait, on parlait de sociabilité. C'est vrai qu'on est dans un monde qui se digitalise et ça apporte de bonnes choses, c'est bien. Mais il y a aussi le revers de la médaille et des choses un peu moins chouettes, dont l'isolement chez les jeunes. Aujourd'hui, il y a plus de 68% de 15-35 ans qui se sentent seuls. Et l'objectif de la Hive, c'est de recréer de la connexion, en fait. Ok, on a les réseaux sociaux, ok, on a Internet, ok, on a le digital, mais si on revenait un peu en arrière et qu'on recommençait à se connecter comme avant, en fait, sortir dans des lieux où on peut rencontrer des gens, rencontrer l'amour peut-être, ça peut aller plus loin que ça. Hein. Mais tout ça grâce au roller. Et tout ça grâce au roller. Oui, on est parti du roller parce que c'est quelque chose quand même que les gens connaissent. On ne voulait pas réapprendre quelque chose. Le but, ce n'était pas de recréer quelque chose de nouveau. L'objectif, c'était de créer quelque chose de familier. Et le roller, tout le monde le connaît. On l'a pratiqué au moins une fois dans sa vie. Et c'est à la fois nostalgique, donc pour les générations un peu plus vieilles. Et c'est à la fois quelque chose qui revient en tendance en ce moment. Et on peut le voir même à Grenoble avec plusieurs types d'événements autour du roller. L'objectif, c'est de créer des rencontres, de créer des souvenirs ensemble. Hein, c'est exactement. Ça, oui. Et surtout remettre l'humain au cœur du loisir, en fait. On a développé le loisir pour qu'il soit de plus en plus intéressant, etc. Mais en fait, il faut repartir de l'humain. Et qu'est-ce que les humains attendent ? C'est de continuer à sociabiliser. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir un espace intérieur, donc ce sera en intérieur, un espace hybride avec à la fois la piste de roller de 450 mètres carrés, des rollers quads, donc plutôt des patins à roulettes. Et de l'autre côté, il y a le bar, il y a les espaces événementiels, parce qu'on va aller plus loin que juste du loisir ou du sport. Bon, il y a déjà une idée de concrétisation ici à Grenoble ? Oui, l'objectif, c'est mai 2027, à peu près. Un peu optimiste, mais on y croit. Et on est sur une bonne lancée, en tout cas. La Hive, bon, on va en reparler, j'en suis sûr. Thomas Dollard, étudiant également. Alors vous êtes en master justice, progrès, procédure, c'est ça ? Procédure, c'est un peu compliqué. Ouais. Oui, c'est un peu compliqué. Du coup, vous êtes beaucoup plus dans le concret avec ce statut d'étudiant entrepreneur. L'ex-match. Exactement. Donc c'est un peu moins festif que la Hive. Mais c'est aussi pour se rencontrer. Exactement. Pas pour rencontrer le même type de personnes. Mais donc j'ai cofondé avec un ami l'ex-match, avec Simon Davot.
L'idée, c'est que face à la complexité du système juridique français, on aimerait proposer un accompagnement pour aider les personnes à comprendre leur situation et à se diriger vers les bonnes personnes. Donc l'Exmatch, c'est une plateforme de mise en relation entre avocats et justiciables. Par justiciable, on entend des personnes qui cherchent à être conseillées ou défendues juridiquement. Donc assez grossièrement, on peut comparer ça à un espèce de Doctolib pour le droit, sur lequel on peut contacter et prendre rendez-vous avec des professionnels juridiques. L'innovation qu'on veut apporter dans ce processus de mise en relation, c'est la mise à disposition gratuite sur le site internet d'un chatbot d'intelligence artificielle qui va avoir 2 rôles. Le premier, ça va être de vous accompagner dans la compréhension de votre situation, en vulgarisant les notions juridiques compliquées, en expliquant la réglementation qui s'applique. Et une fois que vous êtes éclairé un petit peu sur ce qui vous arrive, il va vous rediriger vers un panel filtré de professionnels juridiques dont les caractéristiques du service correspondent à vos besoins en termes d'expertise, de localisation, de tranche de prix, de langue parlée, etc. L'idée avec l'Exmatch, c'est de faciliter la compréhension du droit dans un premier temps, puis de faciliter l'accès au conseil juridique approprié dans un second. Oui, parce que la première difficulté pour un utilisateur, c'est de verbaliser la bonne question. C'est ça. En fait, la plupart des personnes ne savent même pas qu'elles peuvent faire valoir leurs droits, et elles ne savent encore moins vers qui se tourner quand c'est le cas. L'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens qui peuvent faire valoir leurs droits, de faire leur faire comprendre leur situation, et ensuite de les diriger vers la personne qui saura le mieux les aider. Et la vraie innovation, enfin la principale innovation de cette plateforme, c'est ce chatbot que vous évoquez, hein, cet appui de l'intelligence artificielle. C'est l'innovation. Exactement. On prend chez l'Exmatch l'utilisation du chatbot un petit peu à contre-courant de ce qu'on voit sur le marché des legal tech et de l'IA juridique. L'idée, c'est de ne pas dire que l'IA juridique va remplacer les juristes, remplacer tel ou tel métier. Nous, on aimerait vraiment utiliser l'IA. On trouve que c'est une super opportunité pour recentrer l'importance sur l'expertise et sur l'humain, donc l'expertise de nos professionnels juridiques, et au passage d'accompagner la personne dans la compréhension de sa situation. Alors, le projet en est où? J'ai bien compris, pour vous, c'est 2027, hein, donc encore une petite maturation à mettre en place. Vous en êtes où, vous? Nous, on est dans une phase de développement et de prototypage. Donc, on travaille avec des développeurs on a déjà un prototype de la plateforme et un prototype du chatbot qui sont fonctionnels. On vise une commercialisation en Auvergne-Rhône-Alpes pour commencer d'ici septembre 2026, on espère. Et d'ici là, l'idée, c'est de vraiment rencontrer et échanger avec tous les acteurs de l'écosystème pour co-construire une solution qui correspondra à tous les besoins. Donc par ces acteurs, on entend côté avocat plutôt les ordres, les syndicats, les regroupements d'avocats, et côté justiciable, tout ce qui est association de consommateurs, d'aide aux victimes, d'aide aux étrangers, d'aide de violences faites aux femmes, qui font déjà plus ou moins la même chose que ce qu'on va faire plus tard. L'idée, c'est de voir comment on peut se greffer à leur processus pour rendre le droit plus accessible. L'Exmatch, c'est le nom de cette plateforme qui facilite la mise en relation entre avocats et justiciables. Pour revenir aux pépites osées, en quoi ça vous a été utile? Qu'est-ce que vous avez utilisé dans la batterie d'outils qui est proposée? C'est des dispositifs qui sont très très utiles pour nous, jeunes entrepreneurs qui découvriront ce monde. Il y a tout l'aspect formation qui a permis de découvrir des matières sur lesquelles on n'était pas du tout éduqué ou formé. Il y a l'aspect mentorat aussi qui est très utile. Enfin, c'est très utile d'avoir des retours d'expérience de personnes qui ont déjà fait ce chemin entrepreneurial, même si c'est dans d'autres domaines. Et il y a tout le côté réseau et locaux qui est très utile pour nous, étudiants entrepreneurs, pour commencer à construire notre projet. Ubuntu, même question. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Tout ce qu'il a dit, sincèrement. Je pense le réseau beaucoup, être avec d'autres entrepreneurs et étudiants à la fois, donc des personnes qui partagent vraiment la même situation que nous. Je pense que ça fait du bien au mental et ça nous permet de poursuivre nos projets. Et on s'entraide aussi, on s'apporte des solutions. On est tous dans des domaines différents et dans des domaines très variés. Et du coup, ça nous permet d'ouvrir notre esprit sur d'autres possibilités de nous construire notre projet, etc. Donc déjà ça et d'autres opportunités encore plus grandes comme la Learning Expedition, par exemple. Là, ils emmènent 12 entrepreneurs au Canada. Donc, c'est des opportunités que peut-être seuls, on n'aurait jamais pu avoir. Et avoir des tremplins comme ça, c'est quand même incroyable pour des entrepreneurs de notre niveau. Mais vous-même, vous êtes allé présenter la Hive aux États-Unis, je crois. C'est ça. Racontez-moi. J'ai usé d'une autre Learning Expedition avec le programme Entrepreneur dans la ville. Et l'opportunité était la même, c'est d'amener quelques entrepreneurs, une dizaine d'entrepreneurs aux États-Unis, New York et Boston, pour rencontrer l'entrepreneuriat francophone sur place, mais aussi potentiellement des investisseurs, se tester au pitch en anglais. Enfin, vraiment faire évoluer le projet, donc la vision du projet et ce qui existe déjà
outre-Atlantique, mais aussi commencer à faire du réseau là-bas. Donc ça a été une grande opportunité. Ouais. Belle expérience. Belle expérience, totalement. Pedro, on le voit bien, c'est un moteur d'innovation et les jeunes sont porteurs de ces idées nouvelles. Quels sont les différents domaines qui sont les plus fréquemment illustrés par les étudiants entrepreneurs ? Alors, ça ne surprendra personne. On a beaucoup de développement informatique, des plateformes en ligne, etc., puisque ça permet à n'importe quel étudiant, avec quelques dizaines d'euros et son ordinateur, de lancer, de trouver des solutions, comme l'X-Match. Voilà. Le service aux entreprises arrive souvent. Alors ça, c'est plutôt les étudiants qui ont des compétences qu'ils font valoir en marketing, en communication, l'audiovisuel, produire des vidéos, des choses comme ça. La montagne, on n'est pas à Grenoble pour rien. C'est-à-dire que ce soit du coaching sportif, ou de la connexion, de l'analyse scientifique pour des sportifs ou des grands amateurs. Mais aussi du tourisme innovant, des façons de réinventer le tourisme. Voilà. Donc quelques réussites du coup qui sont nées d'étudiants chercheurs de l'UGA. D'étudiants entrepreneurs. Étudiants entrepreneurs, pardon. Alors on a dans les toutes premières promos, on a Finoptime qui font souvent parler d'eux, on connaît bien qui font des cheminées innovantes. Ils ont mis l'innovation dans la cheminée. Champiloup qui produisent des champignons en territoire urbain et que l'on trouve et avec lesquels on se régale sur Grenoble dans les restaurants et aussi. Plus récemment, Bikecommute, deux étudiants qui se sont rencontrés au Pépites, qui en avaient marre de se faire voler leur vélo et qui ont dit on va amener une solution. Donc aujourd'hui, ils ont une société, ils sont bientôt une dizaine de personnes et ils se développent à l'international avec des box à vélo, avec une volonté de travailler l'impact en recyclant des containers, des choses comme ça. Voilà. Ou Protéalp, dans le domaine de la pharmacie, par exemple, des compléments nutritionnels protéinés français, sans additifs. Je dis, c'est pas dans la pharmacie, mais eux sont des étudiants en pharmacie. Donc voilà quelques exemples. L'X-Match bientôt, et il arrive. En future grande réussite. Didier, on voit bien cette importante passerelle entre le monde académique, le monde professionnel. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, finalement. Non. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on arrive à décloisonner les choses quand même. Vous êtes étudiant, on vous met dans une case. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans une autre case. Je pense que c'est très important de mixer. Ça donne plus de puissance, plus de performance. Voilà, je pense qu'on a tout sur l'étagère aujourd'hui dans un pays comme la France. Le vrai sujet, c'est de tout bien combiner dans une optique un peu souple, un peu opportuniste, et puis aussi dans une optique de long terme aussi pour créer de la valeur sociétale, mais aussi financière. Voilà, c'est une très belle initiative. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative de décloisonner et pour vous également de donner des couches de traduction à la complexité des choses. Je pense qu'on a de plus en plus, nous dans la banque, on y est bien sûr confrontés, il faut donner des couches de traduction à nos clients pour comprendre toute cette complexité. On ne peut pas leur livrer brut de décoffrage comme ça. Donc bravo, parce que c'est vraiment, je pense, de plus en plus utile d'avoir des couches de traduction dans cette complexité du monde, quoi. Merci en tout cas Pedro Olivas, Thomas Dollard, Buntu Camara. Merci d'être venu nous présenter tout ça sur Alpes Décideurs. Merci. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. C'est dans son ADN. Le récent Tech Fest de Grenoble a mis à l'honneur les innovations technologiques dans bien des domaines. Mais actualité internationale oblige, il s'est aussi largement arrêté sur les questions de souveraineté économique, industrielle, énergétique et numérique. Et dans les allées de l'Alpexpo, les visiteurs ont aussi pu faire des rencontres étonnantes et constater la progression de la révolution robotique. Exemple devant le stand de Leobotics. Leobotics, on est importateur-distributeur, mais également intégrateur. Donc en gros, on programme, on installe, on forme, on fait même du service après-vente pour différents types de robots. De la robotique de recherche, comme on voit derrière moi, des robots de service à table pour la restauration, robotique industrielle pour les TPE, et même une partie de robotique éducative pour les collèges, lycées, écoles d'ingénieurs. On l'a surnommé le robot portraitiste. Donc on a détourné un robot industriel qui vient prendre en photo votre visage, qui vient la contraster, en faire une ligne et la dessiner. Donc voilà, une façon de faire un peu d'art en utilisant un robot industriel.
Et sachez qu'en matière de robotisation industrielle, la France accuserait, selon certains experts, un net retard avec moins de 200 robots pour 10 000 employés, soit 2 fois moins que l'Allemagne ou le Japon, 5 fois moins que la Corée du Sud. Et concernant les robots humanoïdes, le marché mondial actuel est évalué à peu près à 2 milliards de dollars. Il pourrait être multiplié par 100 dans les 10 ans qui viennent. Allez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@tgplus.fr. Aujourd'hui, Didier, une question assez étonnante de Nathan qui veut savoir ce que la philosophie qu'il apprend au lycée, en quoi elle lui sera utile dans l'entreprise. Elle lui sera très utile et j'espère qu'il continuera à lire de la philosophie. Non, je ne vais pas vous parler d'idéologie ou d'école philosophique. Simplement, la philosophie, c'est quoi? C'est une démarche quand même critique, c'est une démarche rationnelle sur les grands, vous le savez bien, les grandes questions de l'existence, mais aussi les grandes questions de l'action humaine. Et c'est là qu'on se retrouve avec l'entreprise. Parce qu'avec la philosophie, on a quand même des concepts qui sont donnés, des outils, qui permettent de challenger des décisions à prendre qui ne sont pas des décisions simples. C'est quoi le but de mon entreprise? C'est quoi ses missions? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi la répartition de richesse? C'est quoi une politique RH équitable? C'est quoi être une entreprise citoyenne? Quelle responsabilité morale ai-je? Comment dois-je partager le pouvoir? Dois-je le partager? Etc. Bref, c'est des questions, vous voyez, qui sont au cœur quand même du contrat social, qui sont au cœur de notre intimité. Et je pense que la philosophie est une des disciplines que l'être humain a inventées il y a très très longtemps. Les philosophes grecs antiques disaient que c'était avant tout une hygiène de vie, c'était pas une idéologie, la philosophie. Et donc je pense que c'est important, toujours pareil, dans cette période où, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avenir va de plus en plus vite, les bouleversements sont à la fois conjoncturels et structurels. C'est important aussi d'un peu de se poser, de se recentrer un peu sur des questions, des grandes questions qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas, mais tout ça, sur le but de l'action humaine. Et j'y vois une vertu aussi, parce que tout ça, on ne tourne pas en rond, bien sûr, il ne faut pas que ce soit de la espèce d'exercice intellectuel, il faut que ce soit un exercice très pratique, très opérationnel. La philosophie, c'est là pour être vécu. Ça participe aussi d'un truc qui est un peu bateau, mais du sens. On parle beaucoup du sens, mais le sens, il ne se décrète pas. Chaque entreprise trouve son sens, chaque personne trouve son sens. L'ensemble dans une entreprise trouve son propre sens, et la philosophie peut aider justement à atteindre cette espèce de sens à la fois personnel et collectif qui s'aligne. Voilà pour Nathan. Une très bonne question. Continuez à potasser la philo. Il faut continuer. Merci beaucoup Didier. Si vous aussi vous avez des questions pour notre expert, écrivez-nous alpesdecideurs@tgplus.fr. 30 ans de recherche pour aboutir à des métaux nouvelle génération qui pourraient révolutionner l'industrie métallurgique. C'est l'histoire de Vulcam. Tout est parti de laboratoires grenoblois avant de donner naissance à une start-up qui s'apprête à débuter une très importante phase pour industrialiser des métaux amorphes. Un univers que nous découvrons avec Sébastien Gravier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Vulcam, cofondateur avec Alexis Lenain. Vulcam, c'est une start-up deep tech que vous avez créée en 2017 qui produit des alliages métalliques amorphes. Vous nous expliquerez. D'abord un mot sur votre parcours parce que, et on va refaire le lien avec l'université, vous êtes normalien, docteur en métallurgie, vous avez longtemps été enseignant-chercheur. Oui, j'ai connu le monde académique pendant pas mal d'années. D'abord dans le cadre d'une thèse à Grenoble INP et puis après un séjour à l'étranger dans le cadre d'un poste de maître de conférence. Poste de maître de conférence qui allie à la fois de la recherche, à peu près à 50%, et de l'enseignement à 50% en université. Et cette fois dans le domaine de la métallurgie, donc Normal Sup plutôt en mécanique, et puis recherche en métallurgie. Tout ça, vous avez fait une partie de votre carrière au CIMALP, qui est un laboratoire grenoblois sur les sciences et l'ingénierie des métaux et procédés. Et puis en 2014, il y a un tournant, le laboratoire passe à un contrat avec une entreprise et il y a un déclic. Alors oui, dans le cadre de ma recherche à l'époque, on a travaillé avec différentes entreprises et notamment l'entreprise L'Inred, qui à l'époque s'appelait Sofradir, qui a changé de nom entre-temps, sur des systèmes de vision infrarouge, où il y a eu une volonté d'aller développer des nouveaux matériaux de performance pour optimiser leur système.
Et au cours du travail, donc ça a été fait dans le cadre d'un travail de thèse, au cours du travail, il y a eu la demande qui était assez claire de dire, nous, en tant qu'entreprise, si on veut aller plus loin, on a besoin d'avoir quelqu'un en face qui est capable de nous produire ces matériaux qui semblent intéressants. Comment on fait? Et là, la question se pose. Et là, on comment je fais exactement? Donc il y a eu une transition qui a pris un petit peu de temps. À l'époque, et encore à l'heure actuelle, il y a la SAT de Grenoble, donc Linxium, qui accompagne les chercheurs pour les aider à franchir le pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré au sein de la SAT Linxium. Il y a eu 2-3 ans de maturation, histoire de comprendre ce que c'était que l'entreprise, parce que en tant que chercheur, à un moment donné, il faut franchir le pas. Et puis de créer aussi l'envie, ou de confirmer l'envie plutôt, de franchir le pas, avant de créer Vulcam fin 2017. Oui, conforter évidemment l'idée qu'on a, et puis se former après très concrètement au marketing, à la vente, à la comptabilité, à toutes ces choses-là. À la gouvernance aussi. Et à la gouvernance, effectivement. D'ailleurs, ça nous permet de souligner l'importance du réseau grenoblois. Vous citez Linxium, cet écosystème, il a été essentiel. Linxium est important, les partenaires financiers aussi, on a la caisse d'épargne sur le plateau, mais il y a une compréhension de ce qu'est une start-up à Grenoble qui est assez unique. Ce qui donne lieu aussi à des initiatives qui sont excellentes. Le Pépitosé, c'est la transmission de cette volonté d'entreprendre vers les plus jeunes générations. Et il y a un besoin de formation à ce niveau-là, donc c'est extrêmement fort également. Il y a également tout un ensemble d'accompagnants au sens juridique, comptable, etc., qui connaissent le milieu des startups. Un compte de résultats de startup, c'est quand même pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est une entreprise qui perd de l'argent, qui va continuer à en perdre et qui se finance de manière différente, avec comme objectif une croissance exponentielle au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter, et c'est un modèle qui a été prouvé à Grenoble, et je pense que ça a beaucoup de valeur pour le territoire. Alors, on va en venir à ces produits, ces fameux métaux amorphes, parce que ça nous intrigue quand même, alors également appelés verres métalliques. En fait, vous avez dans vos recherches bouleversé l'atome qui compose la matière, et ce bouleversement dans l'organisation des atomes a créé ces métaux amorphes. Si je vulgarise comme ça, je ne suis pas trop mauvais? Je vais reprendre un petit peu, mais on n'est pas loin. Je le savais. Globalement, la matière métallique, elle est cristalline. Ça veut dire que les atomes, ils sont bien rangés. Dans la nature, la nature aime bien ranger les choses. Donc les atomes sont bien rangés, il y a des motifs géométriques qui sont très clairement définis, qui sont connus. Ça, c'est la matière métallique qu'on connaît, le titane, le cuivre, le fer, peu importe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi, donc en changeant la composition de la matière, et puis en changeant les manières de fabriquer cette matière, de réussir à désordonner cette matière pour obtenir ce qu'on appelle un matériau amorphe. Alors amorphe, ça ne veut pas dire tout mou, amorphe, ça veut dire désordonné au niveau atomique. Le fait de désordonner au niveau atomique de manière un peu surprenante, initialement, mais maintenant qu'on a réussi à comprendre, ça permet d'augmenter de manière très nette beaucoup de propriétés de la matière, et notamment la résistance. Donc ça a été la base de Vulcam, et ça a été la base des travaux de recherche, des 30 ans de recherche que vous avez pu citer, qui ont permis de développer cette matière, et c'est le socle sur lequel on a bâti la suite, et la suite, c'est être capable de faire ça de manière un peu plus industrielle. Donc des métaux qui sont plus résistants, plus légers, vous les présentez comme la révolution de la métallurgie du XXIe siècle. Oui, on a tendance à faire ce parallèle. Bon, on est une start-up, donc on aime bien les grands mots, mais globalement, il y a quand même un fond de vérité, c'est que, si je fais un résumé très rapide, il y a 3 classes de matériaux qui existent. Il y a les matériaux organiques, en gros, c'est tout ce qui est issu du végétal et de l'animal. Ces matériaux organiques, ils sont structurés, ils sont organisés. Et puis, l'homme a développé des matériaux organiques qui sont déstructurés. C'est les plastiques, en fait. Donc, les plastiques, ça a été une des révolutions matériaux du XXe siècle. Et c'est basé sur les matériaux organiques. Il y a eu la même chose qui s'est passée un petit peu avant sur les matériaux minéraux. Les matériaux minéraux, c'est tout ce qui est issu de la matière minérale. Et puis, on a développé les verres. Les verres, finalement, c'est des matériaux minéraux qui sont désorganisés. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans ces 2 grandes classes de matériaux, les plastiques ont pris une part prépondérante de l'industrie, les verres ont pris une part prépondérante de l'industrie. Il n'y a que 3 classes de matériaux qui existent. La 3e classe, c'est les matériaux métalliques. Et dans les matériaux métalliques, encore une fois, la matière est structurée, organisée naturellement. Et nous, ce qu'on développe,
c'est une matière déstructurée. Donc on espère avoir le même impact que le verre a pu avoir sur les minéraux, ou que le plastique a pu avoir dans l'industrie, que les côtés positifs pour l'avenir. Et on comprend bien le côté révolutionnaire des choses, parce que d'autant que ces matériaux, ces métaux amorphes, le fait de les produire, on réussit à les produire en utilisant moins de matière et moins d'énergie pour les produire, c'est ça? Oui, alors c'est lié vraiment au procédé de fabrication. Les procédés de fabrication, donc on a développé, parce qu'au sein de Vulcam, on a développé la matière, c'était le socle. Derrière, on a développé les manières de fabriquer. Donc c'est là que la casquette mécanique arrive. Cette casquette mécanique, elle a permis de concevoir des machines qui permettent de faire la matière, des machines qui permettent de la mettre en forme. Et là où il y a un avantage procédé de ces matériaux, c'est qu'on est capable de mettre en forme des pièces de manière très précise par des technologies qui ressemblent un peu à du moulage. Le fait de faire ça, ça permet d'utiliser exactement la quantité de matière nécessaire, de s'affranchir ou de minimiser les opérations d'usinage, et donc de ne pas perdre de matière dans le procédé. Le thermomodulage, d'ailleurs, vous l'avez breveté. Le thermomoulage, oui, la manière de mouler ces matériaux a été brevetée, la manière de l'élaborer a été brevetée, les compositions de matière sont brevetées, on a également des applications qui sont brevetées. Donc on couvre toute la chaîne de la matière pure jusqu'à la pièce finale, dans l'objectif de proposer des produits finis à nos clients. Alors c'est quoi ces produits finis? Dans quel domaine d'activité est-ce que vous travaillez au final? Comme on peut l'imaginer, comme c'est de la matière métallique qui constitue un des socles de la société, on est dans beaucoup de domaines. Potentiellement partout. Potentiellement partout, mais là, on essaye de ne pas trop se disperser parce que sinon c'est un tue-entreprise. Donc globalement, on s'est focalisé sur des marchés qui avaient à la fois les moyens financiers et puis pas trop de barrières réglementaires pour être capable d'accepter ces nouveaux matériaux. Ces marchés-là, c'est le marché du luxe, de l'argent, et pas trop de barrières réglementaires. Alors, il y a des barrières de qualité qui sont très élevées, donc ce qui est aussi un challenge qu'on a réussi à relever. Et ce qu'on offre à ces marchés-là, c'est des matériaux qui sont plus durables, donc beaucoup plus résistants, donc plus résistants à la corrosion, plus résistants à la rayure, donc qui gardent leur éclat dans le temps. Donc on travaille avec, je dirais, 80% de l'industrie horlogère. Oui. On commence à travailler avec des gros aussi dans l'industrie des smartwatches notamment. On travaille avec beaucoup d'industries du luxe que je n'ai pas le droit de citer. Bon, dans le médical aussi un petit peu? Dans le médical, alors là, l'aspect est complètement différent. Dans le luxe, c'est une question de durabilité, mais à isogéométrie. On garde les mêmes pièces, mais on les rend plus durables. Dans le médical, il y a un vrai intérêt de minimiser l'impact chez les patients. Et ça se joue à deux niveaux. C'est dans l'instrumentation médicale, on développe des outils médicaux qui sont miniaturisés, donc moins d'impact, chirurgie mini-invasive. Et puis, dans l'implantologie, notamment dans l'implantologie dentaire, où il y a des problématiques d'espace disponible, on développe des implants qui sont miniaturisés. Et tout ça, on arrive à le faire parce que nos matériaux sont plus résistants, donc on a besoin de moins de matière, donc on peut faire plus petit. Et donc ça, c'est un vrai impact sociétal à venir. On voit bien les évolutions possibles. Alors là, la start-up est en phase d'industrialisation. C'est une étape importante. Vous êtes en train de construire la future usine, le futur site industriel au Versou. Actuellement, vous êtes basé sur le campus de Saint-Martin-d'Hères où vous avez grandi. Cet investissement, il est important. Ce nouveau site industriel, c'est 15 millions d'euros. Oui. Et qui est imaginé pour pouvoir déjà évoluer. Oui. Donc, on est en train de passer du statut de start-up à PME industrielle. Donc, on insiste de plus en plus là-dessus parce qu'on est 40 personnes, on est structuré, donc on commence à être une vraie PME. On a les différents services, que ce soit la partie R&D, la partie direction technique, la partie gestion RH évidemment, commerciale. Donc, on a nos différents services. J'ai un comité de direction, donc un organe de gouvernance qui tient la route et qui a été construit depuis pas mal de temps. Et donc, on a construit un petit peu ce socle RH pour pouvoir passer à l'industrie. Donc, sur le campus universitaire, grâce aux universités grenobloises et puis à cette compréhension des startups, j'en profite pour en parler rapidement. On a un soutien qui est conséquent et ce soutien, il se matérialise par la capacité à avoir de l'espace. Et là, en l'occurrence, on a 3 bâtiments. Donc, on n'est pas dans un petit coin d'un laboratoire. On a 3 bâtiments sur le campus avec des moyens industriels qui existent déjà, mais qui ne sont pas structurés ni organisés dans le sens outil de production. Là, on a construit une usine. Donc, quand je dis on a construit une usine, ce n'est pas tout à fait fini, mais
on est vraiment sur les finitions, puisqu'on récupère les clés début juin et on se donne 2 petits mois pour déménager. Donc à partir de début juin, on va déménager dans cette usine tout notre outil de production, depuis la fabrication de la matière jusqu'à la pièce finie. Donc gros investissement, comme vous disiez. Il y a 3000 m², 2 lignes de production, c'est ça? 3000 m², pour l'instant une ligne de production qu'on va mettre en place. La possibilité d'en mettre une deuxième dans le premier bâtiment. 5 millions d'investissements à peu près dans le bâtiment, si on fait des grandes grosses mailles. Et puis 10 millions dans l'outil productif, hormis l'investissement qui avait déjà été fait initialement. Donc beaucoup d'argent en jeu. Pour pouvoir monter en cadence, fabriquer 2 millions de pièces rapidement. Et puis capacité d'extension, puisque de par la proximité avec la communauté de communes du Grésivaudan, on a pu acquérir un bout de terrain qui va nous permettre de doubler la surface de production et donc d'avoir un vrai site qui atteindra la rentabilité bientôt. Oui, vous évoquiez tout à l'heure ce modèle économique des startups. Effectivement, la rentabilité est pour bientôt, et vous évoquez un chiffre d'affaires potentiel de 100 millions d'euros d'ici 10 ans, c'est ça ? 100 millions d'euros d'ici 10 ans. Après, il y aura plusieurs phases de progression. La première phase, c'est de remplir la première chaîne de production. Donc, on a pas mal d'applications en déploiement à l'heure actuelle. La deuxième ligne, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Dans le marché du luxe, puis les autres marchés qu'on a évoqués. Une augmentation qui se veut rapide, puisqu'on a des fonds d'investissement au capital. Et les fonds d'investissement ont beaucoup de points forts, mais un point faible qui est l'impatience. Il faut aller vite et c'est un vrai sujet. C'est un sujet que je comprends tout à fait. Le retour sur investissement est nécessaire. Dans le cas d'un projet industriel comme Vulcam, la montée en cadence ne peut pas se faire aussi vite que dans des projets qui sont plus dématérialisés. Donc il y a un vrai travail à réaliser et puis il y a une volonté forte de monter en cadence très rapidement. Dans les projets, il y a aussi celui de créer un centre, notamment pour l'horlogerie, en Suisse. Alors oui, la montée en cadence ne pourra pas se faire intégralement à Grenoble. Problème d'espace pour des entreprises métallurgiques qui ont besoin de surface. Proximité des marchés aussi, j'imagine. Et puis également proximité des marchés. Notre premier marché, c'est le marché du luxe de l'horlogerie. Donc une volonté, même une nécessité par rapport au Swiss Made et à des notions réglementaires d'aller s'implanter en Suisse. Donc il y a déjà un projet d'implantation en Suisse qui est dans les cartons. Et puis également une internationalisation qui va s'accélérer. Et puis des ouvertures sur certains secteurs d'activité, l'aérospatiale par exemple ? L'aérospatiale, l'aéronautique, oui, c'est des marchés sur lesquels on travaille déjà. C'est des marchés pour lesquels la montée en cadence en production est longue, ne serait-ce que par le renouvellement, par exemple, des avions dans le cadre de l'aéronautique. Le New Space et puis les constellations de satellites qui sont en train de se développer, par contre, représentent une opportunité pour Vulcam, opportunité d'aller plus vite dans ce genre de marché. Et c'est des marchés qu'on a plus qu'en ligne de mire, puisqu'on a des projets de produits en développement. Bon, et puis comme vous avez de la mémoire, il y a toujours cette nécessité de tisser un lien, de conserver un lien très fort avec l'UGA, avec le monde universitaire, avec des laboratoires, avec tout ça pour préparer l'innovation aussi, j'imagine. Oui, on garde des liens forts, même si, comme on a pu l'évoquer, les horizons temporels ne sont pas exactement les mêmes entre la recherche et l'entreprise. D'un côté, un besoin fondamental de comprendre et une vision long terme. D'un autre côté, un besoin d'aller plus vite et une vision plus court-termiste. Donc, il faut réussir à faire matcher les deux. Et ça veut dire qu'il faut bien choisir ses projets. Et c'est ce qu'on fait. On a des projets en cours depuis déjà plusieurs années. On en a en préparation pour la suite. Et on veut garder un lien fort avec l'université parce que, comme je l'ai toujours dit, je pense que c'est quelque chose, un lien qui est gagnant-gagnant pour les deux côtés. Didier, c'est un très bel exemple de cette industrie qui est née ici dans les centres de recherche et qui passe en phase d'industrialisation ici avec un avenir effectivement qui est stratégiquement imaginé. Oui, c'est pour ça que quand on parle de réindustrialisation, moi j'aime bien les exemples concrets, là on a un exemple concret, ça nécessite quand même un bon alignement, ce qu'on l'a vu avec, pour les compétences avec le monde académique, etc. Et donc ça s'est réalisé et c'est important que ce lien il soit vraiment, comme je disais dans la première partie,
très fort. La deuxième chose, c'est le rôle aussi des collectivités et tout, parce qu'il faut trouver du foncier pour réindustrialiser. Et là, donc, visiblement. L'autre sujet qui est plus compliqué, je me mets à la place de monsieur, c'est sûr qu'ensuite, il y a quand même un grand mimétisme dans le monde financier. Il va falloir qu'il trouve les financements qui vont au rythme et qu'il arrive à les structurer au rythme du développement de son entreprise. Et c'est sûr que c'est pas facile. La bancarisation des startups, les banques commerciales y arrivent, dont la nôtre, mais il y en a d'autres aussi. Sur les fonds d'investissement, c'est pas toujours simple de trouver des fonds d'investissement qui accompagnent dans la durée, etc. Et donc là, il y a toujours un travail de faire matcher, de faire aligner les intérêts des uns des autres. Voilà, mais sinon, encore une fois, il y a tout sur l'étagère. Il suffit, autour d'un beau projet, de mettre tout ça en musique. Et en tout cas, dans notre territoire, il n'y a pas beaucoup de territoires de France où on arrive à avoir cette unité de lieu, de temps, qui fait qu'in fine, il y a une usine qui va sortir de terre. Voilà. Nouvel exemple de cet écosystème remarquable dont on parle souvent. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien Gravier, d'être venu nous présenter Vulcam. Bonne route à vous, bon déménagement, puisque c'est pour dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci Didier Bruno d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Émission à voir et à revoir. Alpes Décideurs sur tgplus.fr. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.